C'est un phénomène assez fascinant quand on y pense. Bah oui, il y a des textes qui, dès la toute première ligne, agissent vraiment comme de puissants somnifères sur l'esprit humain. Ah, ça, les fameux emails où on pique du nez ou doute deux mots, ouais. Mais grave! On lit les mots, les yeux parcourent la page, mais en fait le cerveau se déconnecte instantanément. Et puis, à l'opposé total, on a ces textes qui saisissent l'attention d'une manière presque surnaturelle. C'est clair. Des mots sur un écran qui rendent littéralement impossible le fait de s'arrêter de lire. Exactement. C'est comme être ensorcelé, quoi. Bah, c'est exactement le mot. C'est une forme de sortilège invisible qui opère en pleine lumière. Tu vois, on aime bien croire que la lecture, c'est un acte purement intellectuel, genre un simple transfert d'informations d'un point A à un point B. Alors que pas du tout. Mais pas du tout. En réalité, quand l'écriture est vraiment maîtrisée, c'est une porte d'entrée directe et sans aucun filtre vers notre subconscient. Et c'est précisément ce qu'on va disséquer aujourd'hui. Bienvenue dans notre exploration du jour. Notre mission là, c'est de plonger au cœur des rouages de ce livre incroyable, Hypnotic Writing, ou L'écriture hypnotique en français, de Joe Vitale. Un ouvrage de référence, vraiment. Totalement. L'objectif, c'est de comprendre comment de simples mots peuvent agir comme une forme d'hypnose à l'état de veille, comment ils peuvent captiver l'attention et persuader, mais en douceur. Et ça, c'est un sujet absolument crucial pour quiconque rédige des emails, des lettres, des présentations, et qui souhaite juste être lu et compris. Quoi écrire, ça c'est la base. Mais c'est surtout comment modifier l'état d'esprit de la personne qui lit. Et la réponse se trouve dans la psychologie, c'est ça? Ouais, dans la psychologie de l'attention et même dans la neurologie en fait. D'ailleurs, quand on parle d'hypnose, je pense que pour beaucoup de gens, l'image qui vient direct en tête, c'est le vieux cliché absolu. Le pendule, la montre à gousset qui balance de gauche à droite. Le fameux « dormez, je le veux ». Voilà, la personne qui s'effondre sur une scène de spectacle. Mais ce qui ressort de nos sources, c'est que l'auteur parle de tout autre chose en fait. On est vraiment loin de la magie de foire. Ah oui, il faut impérativement démystifier ce terme direct avant d'aller plus loin. Le livre s'appuie sur un concept très précis, ce qu'il appelle l'hypnose éveillée. D'accord. Et c'est une notion qui date pas d'hier, hein. Ça a été formalisé il y a un siècle, dès 1924, par un pionnier qui s'appelait Wesley Wells. L'idée, c'est absolument pas d'endormir qui que ce soit. C'est même tout le contraire du coup. Bah ouais, l'hypnose éveillée, ça se produit quand on arrive à concentrer l'attention d'un individu de manière tellement intense, tellement focalisée sur un point précis, qu'il en oublie totalement son environnement immédiat. Ah, tu veux dire genre l'expérience qu'on a tous vécue en lisant un super roman dans le métro et paf, on rate sa station de 3 arrêts. C'est le meilleur exemple possible. C'est un état de concentration extrême où le monde extérieur s'efface complètement. Ce qui est ouf, et le livre insiste vraiment là-dessus, c'est que ce phénomène a été prouvé scientifiquement. Et pas avec n'importe qui, avec l'une des plus grandes romancières de l'histoire, Agatha Christie. L'étude sur Agatha Christie, oui, c'est passionnant. J'ai trouvé ça dingue. Apparemment, des universités britanniques ont passé ces romans au crible avec des algorithmes et ils ont découvert qu'elle utilisait des séquences de mots très spécifiques et hyper répétitifs. Des mots d'une simplicité enfantine, genre elle, oui, soudainement, sourire. Et le résultat de ça sur le cerveau, c'est... Bah, c'est stupéfiant. Ces séquences déclenchaient littéralement la libération de sérotonine et d'endorphine dans le cerveau des lecteurs. Mais chimiquement, comment de simples mots peuvent provoquer ça? En fait, c'est là que la neurologie rejoint l'écriture. Il faut comprendre que le cerveau humain est un organe qui cherche tout le temps à économiser son énergie. Il est un peu paresseux, tu vois. Il veut pas trop bosser, quoi. Voilà. Donc, quand il lit des phrases hyper complexes, blindées de jargon ou avec des structures alambiquées, il brûle énormément de glucose pour traiter l'info. C'est épuisant pour lui. D'où le fameux coup de barre en lisant un rapport administratif. Exactement. Mais à l'inverse, face à des mots simples, familiers, avec un rythme prévisible, la charge cognitive, elle chute drastiquement. Et le cerveau, il adore ça. Il récompense cette facilité en libérant de la sérotonine. Ça crée une sensation de confort direct. Un peu comme quand tu t'enfonces dans un canapé super moelleux après une longue journée. Ah ouais, donc le lecteur associe carrément ce texte à du pur plaisir physique en fait. C'est ça. Et c'est une découverte majeure pour comprendre la mécanique de la persuasion. Ce que ça nous dit, c'est que chaque personne se trouve déjà, tous les jours, dans une forme de transe au quotidien. Une transe au quotidien. C'est-à-dire, on est tous absorbés par notre dialogue intérieur, non? Nos soucis, nos listes de courses, nos inquiétudes pour demain, c'est ça notre transe naturelle. Et le rôle de celui qui écrit, c'est pas de créer une transe à partir de rien en claquant des doigts. C'est plutôt de réussir à pénétrer dans cette transe quotidienne. De s'y synchroniser en douceur, quoi. Exactement.
pour ensuite guider l'attention grâce à ces fameux déclencheurs de confort et de plaisir. Ok, je saisis bien la mécanique, mais là il faut qu'on pose la question qui fâche. Utiliser des mots précis pour déclencher des réactions chimiques chez quelqu'un à son insu, c'est pas la définition même de la manipulation mentale, non? Il y a un côté un peu sombre, non? C'est une objection tout à fait valide, et c'est super sain de se poser la question. L'auteur ne l'esquive pas d'ailleurs, il l'aborde de front. Et il dit quoi pour se défendre? Il rappelle que la philosophie de cette méthode est hyper claire. C'est psychologiquement impossible de forcer un esprit à faire ce qu'il ne veut pas fondamentalement faire. L'hypnose éveillée, ça n'élimine jamais le libre arbitre. Donc on peut pas forcer quelqu'un à acheter un truc dont il n'a pas besoin. Impossible. Si une personne n'a aucune envie d'acheter, ou si une idée va à l'encontre de ses valeurs profondes, tes techniques d'écriture ne feront rien. L'esprit va juste se réveiller de la transe instantanément pour se défendre. Donc c'est beaucoup plus une recherche d'alignement qu'une contrainte. Précisément. C'est de la communication optimale. Le problème du marketing traditionnel, c'est qu'il utilise souvent la peur, l'urgence bidon ou la douleur pour forcer une action. Alors que l'écriture hypnotique, ça repose sur l'empathie. Tu guides l'attention vers une solution que la personne désire déjà au fond d'elle. Ouais, secrètement ou inconsciemment. Et pour réussir à pénétrer cette transe sans déclencher les défenses de la personne, le livre révèle une méthode que j'ai trouvée géniale, la traduction. Ah oui, le concept de la langue étrangère. C'est super amusant parce que l'auteur souligne que la majorité des entreprises, et même nous dans nos emails de tous les jours, on écrit dans une langue étrangère très spécifique. Cette langue, c'est l'ego. Le fameux je. Grave. Ce sont ces textes hyper insipides où on ne parle que de soi. Genre, nous sommes les leaders du marché, notre entreprise a 20 ans d'expérience, j'ai créé ce produit incroyable. C'est le piège classique. En fait, l'esprit humain est égocentrique par nature pour des questions de survie. Donc on a tendance à parler de nous. Le processus de Joe Vital, c'est d'agir comme un traducteur simultané. Comment ça? Il faut prendre ce texte centré sur ton propre ego et le traduire en un message purement centré sur les bénéfices concrets pour la personne en face. C'est littéralement la seule façon de franchir la barrière de sans attention. D'ailleurs, le livre donne un super moyen de faire ça. Il faut remplacer le texte égocentrique en répondant à 3 questions secrètes. 3 questions que tout cerveau se pose inconsciemment à la seconde même où il voit un message. Qui s'en soucie, et alors, et qu'y a-t-il pour moi là-dedans? C'est ça, qu'est-ce que j'y gagne en gros? Si on y réfléchit, lire un texte centré sur l'ego, c'est exactement comme subir un date catastrophique au resto. Ah, la fameuse analogie du mauvais rendez-vous amoureux. Mais oui, on a tous connu ça. T'es assis à table et la personne en face passe la soirée entière à faire un monologue sur elle-même. Sa bagnole, son boulot de rêve, son chien, sans jamais, mais pas une seule fois, s'intéresser à toi ou te poser une question. Au bout de 10 minutes, t'as juste envie de t'enfuir en courant par les cuisines. Exactement. Eh bien, un texte hypnotique, c'est l'inverse absolu. C'est une conversation authentique où tu as l'impression que l'autre t'écoute, qu'il comprend tes besoins profonds et qu'il te montre comment il peut t'aider. Cette analogie est parfaite pour illustrer le grand secret de cette méthode. L'intimité. Pour que la magie opère, il faut absolument écrire avec sa propre voix, de manière totalement conversationnelle. Comme si on parlait à un pote, quoi. Exactement. Comme si tu étais accoudé au comptoir d'un café avec un ami. Il faut virer ce filtre froid, distant et hyper pompeux du jargon académique ou corporate. C'est l'authenticité de la voix avec ses petites imperfections qui crée la confiance et fait bêcher les boucliers mentaux. L'esprit de la personne se dit « Ah, c'est un être humain qui me parle, pas un robot ou une institution. » Ok, donc on a cette connexion intime, on parle la langue du lecteur et on a mis notre ego de côté. Mais concrètement, comment on structure le message pour qu'il soit vraiment persuasif? Les sources mettent en avant une formule super claire. Les 4 P. Problème, promesse, preuve, prix. C'est une architecture classique, mais d'une efficacité chirurgicale. Tu peux nous détailler un peu? Bien sûr. D'abord, tu captes l'attention en décrivant le problème de manière si précise que la personne se sent comprise direct. Ensuite, tu offres une promesse de solution. Puis, tu amènes des preuves pour rassurer son esprit rationnel qui est toujours méfiant, et tu termines par le prix ou l'appel à l'action. Bon, rendons ça très concret. Petit exercice en direct. Mettons qu'on doive rédiger un email pour vendre un simple thermos à café. Comment on applique cette formule sans ressembler à un vendeur de voitures d'occasion? Ça marche. Commençons par le problème. On va surtout pas dire « achetez mon super thermos ». On dirait plutôt « il n'y a rien de plus frustrant que de se préparer un excellent café le matin, de s'asseoir à son bureau et de réaliser à 10 heures qu'il est devenu complètement froid et imbuvable ».
Aïe, je ressens cette douleur, c'est du vécu. Et pour la promesse? Tu enchaînes avec « Et si votre café restait brûlant et savoureux jusqu'à votre pause de l'après-midi, peu importe combien de réunions horribles s'enchaînent ». Ah, là ça me parle. Mais bon, je suis méfiante, donc il me faut la preuve. Là, tu dis « Ce n'est pas de la magie, c'est la même technologie d'isolation sous vide, à double paroi, qui est utilisée pour protéger l'équipement des astronautes des températures extrêmes de l'espace. » Ok, classe. Et on finit par le prix. L'appel à l'action. Pour le prix de 2 cafés en terrasse, offrez-vous des années de matin parfait. Mais c'est brillant en fait. C'est hyper fluide et on sent pas du tout l'agression de la vente forcée. Parce qu'on a respecté la psychologie du lecteur de bout en bout. Mais tu sais, au-delà de cette formule des 4 P, le truc qui m'a le plus fasciné dans ces notes, c'est cette histoire de prendre le contrôle du centre de commande. J'ai adoré ce passage. C'est presque comme du ventriloquisme mental. Le centre de commande, ouais. C'est peut-être le concept le plus puissant de toute l'analyse. En fait, quand une personne lit un texte silencieusement, elle ne fait pas juste balayer des mots avec ses yeux. Inconsciemment, elle prononce ces mots mentalement. Oui, la fameuse petite voix dans la tête. Voilà. Et ce faisant, elle s'approprie les mots de l'auteur, mais avec sa propre voix interne. C'est pour ça que tu parles de ventriloquisme. C'est complètement fou. L'auteur écrit le script, mais c'est le lecteur qui devient la marionnette qui le prononce. Et comme ça résonne avec notre propre voix interne, notre cerveau a beaucoup plus de mal à être critique, vu que l'info semble venir de nous-mêmes. Exactement. L'auteur s'infiltre littéralement dans ce centre de commande. Et le secret des grands rédacteurs, c'est d'utiliser ça pour anticiper les objections. Comment ça? Imagine, ton texte affirme un truc énorme. Le lecteur va forcément se dire avec sa petite voix « Ouais, c'est trop beau pour être vrai ton truc ». Si tu fais rien, la transe est brisée. Mais si ta phrase suivante dit exactement « Vous pensez probablement en ce moment même que c'est trop beau pour être vrai. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ça ne l'est pas. » Ah ouais, là le lecteur est scotché. Il a l'impression qu'on lit dans ses pensées en temps réel. C'est l'effet recherché. Ça crée un tel sentiment de complicité que la résistance mentale fond complètement. Mais attends, comment on peut réussir cet exploit sans s'éparpiller? Parce qu'un lecteur, il peut avoir 10 objections différentes en même temps. La réponse est dans la règle d'or de Joe Vitale. Il faut isoler l'unique chose fondamentale que l'audience désire ardemment. Pas 2 choses, pas 3, une seule. Juste une seule. Même si mon projet ou mon produit a genre 10 arguments incroyables. Surtout s'il en a 10. L'esprit humain, il déteste la dispersion. Si tu parles d'écologie, de gain de temps, de statut social et de technologie super avancée en même temps, le cerveau bug, il s'épuise et il lâche l'affaire. Ah ouais, la fameuse surcharge cognitive. Exactement. Il faut lier absolument chaque argument, chaque bénéfice à ce désir unique. C'est ça qui crée cette fluidité parfaite. Le cerveau est canalisé vers son objectif principal. Ce qui m'amène à un problème très pratique. C'est super de cibler un désir, mais si j'écris brutalement un truc du genre je sais que vous voulez devenir riche » ou « je sais que vous voulez qu'on vous admire », le cerveau va direct lever ses boucliers, non? Ah bah c'est sûr, l'esprit critique va sonner l'alarme directe. Alors comment on fait passer un message aussi fort sans déclencher cette alarme? Par l'outil le plus vieux et le plus naturel de l'humanité, l'art de raconter des histoires, le storytelling. Il faut bien comprendre que l'esprit humain ne pense pas en statistiques ou en liste à puces, il pense en récits. Les histoires passent sous le radar, en gros? C'est ça. Elles contournent l'esprit critique de manière super furtive, parce que le cerveau les perçoit comme du divertissement, pas comme une tentative de persuasion. L'exemple dans les notes sur le milliardaire Ted Turner est parfait pour ça. Le texte ne dit jamais un truc lourd, genre « Ted Turner est un immense écologiste qui se soucie de la nature ». Non, ça, ce serait de la dénotation. Voilà. À la place, le récit raconte juste un journaliste en voiture avec lui. Soudain, Turner freine, se gare sur le bas-côté, ramasse une vieille canette de soda qui traîne dans l'herbe, la met dans son coffre et repart sans dire un mot. En une anecdote, tu as tout compris de ses valeurs. C'est la puissance de la connotation, ce que l'histoire implique. Les gens détestent qu'on leur fasse la morale ou qu'on leur dicte quoi penser, mais avec une histoire bien choisie, ils tirent la conclusion eux-mêmes. Et on remet rarement en question une conclusion qu'on a tirée tout seul. Jamais même, c'est redoutable. Bon, alors pour arriver à écrire des textes aussi fluides, l'auteur partage sa propre méthode de création. Et c'est super concret. Il y a 5 étapes, et le contraste entre ces phases est juste saisissant. C'est une vraie ingénierie de la créativité. D'abord, tu as la préparation, tu amasses les infos. Ensuite, l'incubation. Tu vas te promener, tu laisses ton subconscient relier les points. Mais c'est la 3e étape qui est dingue. La phase de création pure.
Les notes disent qu'il faut écrire de manière presque sauvage, frénétique, qu'il faut jamais, au grand jamais, s'arrêter pour corriger une faute ou une tournure. Il conseille carrément d'éteindre l'écran ou d'écrire les yeux fermés. Mais pourquoi une technique aussi extrême? Pour museler ton pire ennemi, ton critique intérieur. Au niveau du cerveau, si tu t'arrêtes pour corriger une faute de frappe, paf, tu actives le cortex préfrontal, la zone de la logique. Et ça casse la marie. Ça tue instantanément l'état de flux. La transe créative est rompue. Il faut vraiment laisser couler le subconscient. C'est seulement à la 4e étape, la révision, que tu dois devenir un monstre froid et impitoyable qui taille dans le gras. Avant l'étape 5, le polissage. Cette écriture frénétique, ça m'a fait penser à cette anecdote géniale sur Milton Erickson dans le livre « Le plus grand hypnothérapeute du XXe siècle ». Tu sais où il trouvait son inspiration pour parler à l'inconscient de ses patients? Dans les bandes dessinées, c'est ça? Oui, dans les comics de Superman ou Batman de l'époque. C'est fascinant comme détail. Erickson avait pigé que ses BD utilisaient des mots hyper simples, super directs, sans chichi intellectuel. L'inconscient humain, il réagit pas comme un adulte sophistiqué. Il réagit comme un gamin. Il faut lui parler avec des images claires et de l'action pure. Voilà. Et la phase d'écriture sauvage dont on parlait, ça permet justement de laisser parler cet enfant intérieur qui saura toucher l'inconscient de ton lecteur. C'est passionnant de voir comment la psychologie dicte vraiment la place de chaque virgule. Mais essayons de redescendre sur Terre pour ceux qui nous écoutent. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut appliquer là tout de suite sur notre prochain email? Déjà, tout miser sur le titre ou l'objet de l'email. C'est la porte d'entrée. Si l'accroche est mauvaise, le reste du texte n'existe tout simplement pas. Il ne sera jamais lu. Et on fait ça comment? En utilisant des formules testées et approuvées. Commencez par « comment faire pour » et ajouter le désir principal. Ou poser une question tellement intrigante que ça crée une boucle ouverte dans le cerveau. L'esprit déteste les mystères non résolus, donc il est obligé de cliquer pour lire la suite. Ok, donc l'accroche ouvre la porte. Mais pour garder la personne à l'intérieur de la transe, il y a un outil souvent mal vu, la répétition. Souvent mal vu, mais indispensable. P.T. Barnum, le fameux promoteur de spectacle, l'avait compris au XIXe siècle. Il placardait exactement la même phrase sur tous les murs de la ville. C'est le matraquage. Mais ça marche. Répéter tes arguments avec des mots un peu différents, ça contourne le scepticisme. La première fois, le cerveau s'en fout. La deuxième, il remarque. Et la troisième, il commence à l'assimiler comme une vérité familière. Mais attention à ne pas être chiant non plus. Et pour éviter ça, le livre donne le test ultime. Il faut relire ces textes à voix haute. Oh là là, ça c'est l'étape que personne ne fait jamais au bureau. Jamais, mais c'est vital. Pourquoi à voix haute? Parce que c'est le seul moyen de débusquer les ruptures de rythme. Si tu butes sur un mot en le lisant, ou si tu manques d'air en plein milieu d'une phrase, le lecteur va buter aussi dans sa tête. Et une rupture de rythme, c'est le réveil brutal assuré, fin de la transe. C'est clair. Et c'est en lisant à voix haute qu'on réalise l'horreur absolue des verbes passifs. Au lieu de dire platement « une solution a été trouvée par notre équipe », tu dis « notre équipe a trouvé une solution ». Ça avance, ça claque, ça respire. C'est de la chirurgie de l'écriture. Ce sont ces petits ajustements qui transforment un texte chiant en une force d'attraction incroyable. Et ça marche autant pour vendre un produit que pour convaincre ses collègues sur un projet. En fin de compte, l'esprit global de toute cette méthode nous rappelle un truc très fort. Écrire, c'est pas juste empiler des données informatives sur une page. C'est créer de toutes pièces une expérience émotionnelle pour un autre humain. C'est profondément basé sur l'empathie. La véritable persuasion, c'est un acte de compréhension mutuelle. On manipule pas, on rejoint l'autre là où il est mentalement, on capte ses envies et on l'emmène avec nous. Franchement, plonger dans ce livre, c'est une expérience super riche pour quiconque s'intéresse au pouvoir des mots. Ça change pour toujours la façon dont on perçoit tous les messages qu'on reçoit tous les jours. Totalement. Et pour clore notre analyse aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne juste un peu de recul. On a vu que des mots bien agencés peuvent induire une transe et modifier notre cerveau. Historiquement, c'était le talent d'une poignée de génies. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, des intelligences artificielles génèrent des milliers de textes par seconde. Si on intègre à ces machines ces algorithmes parfaits d'hypnose éveillée, ces déclencheurs neurologiques, est-ce qu'on va vers un futur où notre attention sera perpétuellement piratée? c'est une sacrée question. Sommes-nous prêts à naviguer dans un monde où chaque email, chaque post aura été conçu mathématiquement pour nous hypnotiser? C'est sur cette question un peu vertigineuse qu'on vous laisse méditer aujourd'hui.